notre invité politique ce matin est à distance dans sa belle région normande. Bonjour Hervé Morin, merci beaucoup. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de la région Normandie, président du mouvement Les Centristes. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée ce matin par Pascal Jalabert du Bonjour. groupe EBRA. Bonjour Pascal. On va commencer bien sûr par cette allocution d'Emmanuel Macron hier, Hervé Morin. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette intervention ? Écoutez, si je résume les choses, je trouve que l'autosatisfaction du chef de l'État sur la gestion de la crise, quand on a en tête l'absence d'anticipation sur un certain nombre de sujets majeurs qui ont probablement amené la France à confiner très sévèrement et à reprendre plus tard que les autres, avec ses conséquences aujourd'hui sur l'activité économique, puisque nous sommes un des pays européens dans lequel l'activité économique a le plus faibli. Cette autosatisfaction probablement était malvenue. Sur le reste, j'approuve complètement ce qu'il a pu dire sur le soutien à la police nationale, sur les manifestations antiracistes. Je pense que on doit apporter son soutien le plus total à une police nationale qui n'est pas raciste, qui ne doit pas faire l'objet d'une espèce de suspicion généralisée. Sur ce sujet, il a trouvé les bons mots. Il a trouvé les bons mots. On sait que le sujet était compliqué, il était attendu. Il a trouvé les bons mots là-dessus pour vous. Oui. Pour moi, il a trouvé les bons mots. Reste après à savoir comment tout ça sera décliné. Mais il fallait le faire. Vous voyez bien ces manifestations tous les soirs de policiers. Je voyais dans la presse ce matin que la BAC, police, s'il en est une qui est en permanence au contact de la délinquance, amenée à assurer la sécurité du pays, de nos compatriotes tous les jours, a manifesté au pied de l'Arc de Triomphe ce week-end. Donc on voit bien qu'il était temps d'éteindre le feu. Oui, le président a parlé de séparatisme. Vous trouvez ce risque réel, ce mot approprié ? Je trouve que notre pays, depuis malheureusement bientôt 2 ans, est face à une menace importante liée à l'absence de cohésion, d'unité. On a eu le mouvement des Gilets jaunes, puis les manifestations massives sur les retraites. Donc depuis 2 ans, le pays souffre de fragmentation importante, et je crois qu'il est important que le président de la République refixe le cadre. Je crois que c'était absolument essentiel. La question, c'est pas simplement celle qui sont évoquées tous les jours sur le racisme, l'antisémitisme. Il y a aussi des questions centrales qui doivent être posées, qui est celle de l'égalité des chances, parce que derrière tout cela, il y a un sujet majeur qui empêche notre pays probablement d'aller vers plus d'unité et plus de cohésion, c'est la question de l'égalité des chances. Que des enfants issus de milieux modestes, quelle que soit leur couleur de peau, puissent autant que les autres accéder à l'école, à l'université, aux grandes écoles, et on sait très bien à quel point ça n'est pas le cas en France. Et je pense que c'est ce sujet-là qui doit être au cœur de nos préoccupations des prochains mois. Il y a un débat qui a été relancé ce week-end par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, c'est celui sur les statistiques ethniques. Est-ce que vous y êtes favorable ? C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé en son temps. Et donc, en effet, derrière la question des statistiques ethniques, c'est comment lutter contre les discriminations. Est-ce que c'est par des mesures de discrimination positive ? J'ai été à l'origine, vous ne savez probablement pas, quand j'étais président du groupe parlementaire de l'UDEF, du CV anonyme. Comment faire en sorte qu'un jeune dont le nom rappelle l'Afrique peut avoir autant de chances d'avoir un entretien d'embauche que quand vous appelez Dupont ou Durand. Et vous savez très bien que les études universitaires qui ont été menées là-dessus démontrent qu'il y a un rapport de 1 à 3, voire de 1 à 4. Et donc, je reviens au sujet d'avant, c'est que le sujet d'abord, c'est celui de l'égalité des chances. Parce que ce qui se pose pour les enfants des quartiers populaires et des quartiers en difficulté se pose aussi pour les enfants des zones rurales, se pose aussi pour les enfants d'ouvriers et d'employés. Donc je pense qu'il faut l'aborder plus massivement. Ce qu'il faut aussi... Mais ça veut dire que les statistiques ethniques, c'est une bonne chose ou pas ? Les statistiques ethniques en tant que telles,
si cela permet éventuellement ensuite de pouvoir porter le point sur des discriminations à l'embauche ou des sujets de ce genre, ça doit être regardé. Mais il faut le mesurer avec beaucoup de prudence parce que ça n'obère pas le sujet central qui est celui d'abord de l'égalité des chances. S'il permet ensuite de pouvoir faire ce que font d'ailleurs très bien les États-Unis, d'obliger les entreprises à avoir des politiques de recrutement qui évitent toute discrimination à l'embauche, ça doit être regardé. Enlever le mot race de la Constitution, comme le propose Julien de Normandie, là vous y êtes favorable? J'ai pas entendu votre question. Julien de Normandie, le ministre, qui propose d'enlever le mot race de la Constitution. Est-ce que là, pour vous, c'est une bonne chose? Je pense qu'il faut d'abord et avant tout éviter de vouloir toucher la Constitution tous les jours. C'est un contrat social, la Constitution. Et donc, ne bougeons pas la Constitution à chaque fois qu'il y a des manifestations qui sont des manifestations de quelques dizaines de milliers de personnes. Je pense qu'il faut s'éviter de créer des débats au sein du pays qui risquent de fragmenter encore un peu plus la France. Allez, on va parler du déconfinement, Pascal. Oui, alors le retour à la quasi-normale, le retour de tous les enfants à l'école le 22 juin, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose dès lors qu'on l'accompagne de l'idée d'obligation. On avait une incohérence, c'est-à-dire qu'on disait il faut que les enfants, notamment les plus décrocheurs, reviennent à l'école ou au collège, et en même temps l'instruction n'était pas obligatoire, ce qui était une première depuis Jules Ferry. Et donc dès lors que le chef de l'État évoque la question de l'obligation, que des enfants de l'école primaire ou du collège puissent revenir, et tous revenir, à partir de la semaine prochaine, pourquoi pas? J'en profite pour dire qu'il y a tout ça va être plus du symbole, notamment pour les collégiens, puisque on nous a annoncé la fin du collège pour le 26 juin. Donc en clair, ils vont revenir le lundi pour revoir leur professeur pendant quelques jours. Mais que pendant une dizaine de jours, les enfants du primaire puissent retrouver leurs professeurs, reprendre certains fondamentaux. J'ai 2 enfants en bas âge, je vois de quoi on parle. Ça ne me paraît pas une mauvaise idée. Hervé Morin, Emmanuel Macron a parlé des écoles, a parlé des collèges, il n'a pas parlé des lycées qui sont gérés par les régions. Est-ce que vous y voyez plus clair sur ce qui va se passer dans les lycées? Il va se faire ce que je disais qu'il allait se faire, c'est-à-dire qu'en clair, on ouvre les lycées en fonction de besoins avérés, spécifiques. Là, les premières années de prépa, là, des gestes dont on estime qu'ils doivent être réappris par des lycéens dans les lycées professionnels, là, l'ouverture d'un lycée pour permettre des examens, des concours. Mais il était évident que dès lors que les conseils de classe étaient passés, rouvrir complètement, totalement et pleinement les lycées, là où il n'y a pas de problème de garde, puisque les lycéens se gardent tout seuls, ça me paraissait inutile. Et donc, au bout du compte, on finit par faire ce que j'avais dit qu'on ferait. Le président a parlé de travailler plus. Alors là, on concerne davantage l'activité. Comment vous l'avez entendu? Ça veut dire encore éroder les 35 heures, travailler plus longtemps sur la carrière, donc rallonger l'âge de départ à la retraite, ou alors créer de nouveaux emplois. Comment vous l'avez perçu, cette formule? Écoutez, j'ai cherché, quand on parle de travailler plus, en général, on évoque la question des 35 heures. Mais je profite pour dire que d'abord, c'est de faire en sorte que nos compatriotes qui qui sont aujourd'hui salariés, puissent reprendre le boulot. Et deuxièmement, c'est de ne pas oublier qu'à partir du mois de septembre, on nous annonce des plans sociaux absolument considérables dans des tas de secteurs, et que c'est probablement le sujet. Travailler plus, c'est d'abord faire en sorte qu'on puisse limiter au maximum les dégâts avant de créer des débats. Je dis parce que pour moi, c'est une préoccupation majeure, avant de créer des débats dont on voit bien qu'ils risquent de fracturer et fragmenter le pays un peu plus, et que le pays est aujourd'hui très fragile. Sa cohésion est fragile. C'est ce débat sur le temps de travail qui risque de fracturer le pays pour vous? Oui, on voit très bien que les organisations syndicales vont y être opposées. Et donc, je ne suis pas convaincu que le premier sujet soit celui-ci. Donc, pour vous, travailler davantage, ça ne doit pas être augmenter la durée du temps de travail. Et Dieu sait que j'ai défendu cette idée, mais je pense que ce n'est pas le moment approprié. Je pense que ce sont des débats qu'on peut avoir dans
en 18 mois, il y aura une élection présidentielle, qu'on peut avoir au moment d'une élection présidentielle, mais créer une nouvelle fragmentation, c'est prendre un risque important dans cette période. Sur la politique de l'emploi, Emmanuel Macron qui a dit « Tout a été mis en œuvre par le gouvernement pour sauvegarder nos emplois. C'est inédit et je veux ce soir que vous le mesuriez pleinement. » Il a raison là-dessus. Moi, je trouve que le boulot qui a été fait par Bruno Le Maire pour le soutien à l'économie mérite d'être salué. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les régions ont fait beaucoup de choses aussi, complémentaires à l'État. Nous allons en faire d'autres. Il reste des sujets qui doivent être traités, qui est notamment la question des fonds propres des entreprises, puisqu'il faut améliorer leur haut de bilan pour leur permettre d'investir le moment venu, puisque après la crise viendra le temps où il faudra relancer l'activité et la question du haut de bilan se posera. Donc il y a des sujets qui méritent d'être encore traités. Il y a le soutien au secteur du tourisme, dont on voit bien qu'il ne doit pas se limiter à l'année 2020, puisque le plus compliqué sera probablement l'année 2021, puisqu'il y aura la période d'hiver à passer. Mais disons les choses, il y a eu beaucoup de volontarisme et souvent des choses plutôt bien faites. Donc, un mot sur le tourisme. Un mot sur le tourisme, puisque vous en parlez. Les vacances des Français se feront probablement en France, beaucoup plus que d'habitude. Est-ce que, d'après ce que vous constatez dans votre région, ça va profiter à la Normandie ? Écoutez, je l'espère. Je pense que les mois de juillet et d'août seront bons. On a des locations de maisons comme jamais on a eu. On a un élan, alors qui n'est pas du même ordre, mais qui est intéressant, qui est une très forte demande immobilière de franciliens qui, de toute évidence, ont envie de quitter Paris pour rejoindre d'autres contrées avec une qualité de vie incomparable à celle qu'on peut avoir en Île-de-France. Donc, il y aura probablement en mois de juillet et d'août qui seront bons. Il y a un vrai frémissement dans les réservations. Je vous le dis, le sujet, c'est pas cet été. Le sujet, c'est après. Alors nous, on va essayer de mettre en place, avec les acteurs du tourisme, toute une série de mesures pour l'automne, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des manifestations, que les gens viennent nombreux, à des périodes où ça devient plus compliqué. Un mot sur, puisque le PDG de la SNCF, M. Farandou, disait hier dans le journal du dimanche qu'il travaillait avec les régions justement pour faciliter les déplacements entre régions. Est-ce que vous, président de région, vous travaillez là-dessus avec lui, avec la SNCF ? Vous savez, nous, on est des grands malheureux sur le ferroviaire. On a un réseau ferroviaire lamentable qui marche très mal, avec des trains qui sont à bout de souffle. La région a acheté plus d'1 milliard de trains pour essayer d'améliorer les choses. On fait 500 millions d'euros de travaux. Donc nous, d'abord, on voudrait des trains qui arrivent à l'heure et qui marchent. Donc, je dis à M. Farandou, faites en sorte que les trains intercités et les trains du quotidien fonctionnent beaucoup mieux qu'ils ne fonctionnent aujourd'hui. Nous, Région Normandie, on a pris le taureau par les cornes puisqu'on a pris la totalité de la compétence sur le réseau ferroviaire. On investit, on a un plan Marshall gigantesque. Espérons qu'il donnera des fruits à partir de la fin de l'année puisque le matériel ferroviaire arrivera. Mais le sujet qu'ont toutes les régions de France, c'est que ça marche. Et malheureusement, ça marche souvent très mal. Puisqu'on parlait d'économie, vous le disiez, l'heure de la relance a sonné. Est-ce que les régions ont les moyens de leur relance ? La question qu'a posée le chef de l'État à travers la décentralisation, les libertés locales, la participation, derrière tout ça, c'est la question de la démocratie. C'est en clair faire en sorte que nos compatriotes soient associés à la décision publique, ce que les collectivités locales font tous les jours. On va revenir là-dessus, Hervé Morin, mais sur le plan financier. Plan financier. J'y viens. On sait que les collectivités ont été fortement impactées par cette crise sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de moyens ? Est-ce que vous demandez à l'État de vous aider financièrement, plus que ce qui est déjà prévu ? Donc, je dis tous ces mots liés aux libertés locales et à la décentralisation doivent être accompagnés très clairement d'un plan de stabilisation des finances locales. Les régions qui, pour l'instant, ont été complètement oubliées par l'État, comme si on nous reprochait d'exister, seront dans des situations financières absolument dramatiques en 2021. Vous avez ce sentiment qu'Emmanuel Macron et le gouvernement vous reprochent d'exister ? Vous êtes oublié ? Écoutez, moi je constate, c'est qu'on discute avec les communes, on discute avec les départements, mais pas avec les régions. Or, je pense que les régions ont plutôt fait le job. Et d'ailleurs, quand vous avez eu un sondage il y a quelques semaines
dans dans le JDD, je crois, très clairement, nos compatriotes appelaient à plus d'autonomie locale et de liberté locale, et pas vraiment un renforcement des moyens de l'État, parce que tout le monde a constaté la paralysie de l'État lors de cette crise. Allez, justement, vous parliez de décentralisation. On va réécouter ce que disait hier Emmanuel Macron à ce sujet. Il s'est exprimé là-dessus sans toutefois prononcer le mot de décentralisation, mais en ouvrant la porte à plus de responsabilités pour les élus locaux. On l'écoute. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Face à l'épidémie, les citoyens, les entreprises, les syndicats, les associations, les collectivités locales, les agents de l'État dans les territoires ont su faire preuve d'ingéniosité, d'efficacité, de solidarité. Faisons-leur davantage confiance. Libérons la créativité et l'énergie du terrain. C'est pourquoi je veux ouvrir pour notre pays une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies. Liberté et responsabilité pour nos hôpitaux, nos universités, nos entrepreneurs, nos maires et beaucoup d'autres acteurs essentiels. Vous êtes optimiste quand vous entendez ça, Hervé Morin, sur l'avenir de la décentralisation ? Écoutez, le chef de l'État l'a écrit dans un livre qu'il a appelé Révolution. Je l'ai relu l'été dernier, il avait les mêmes mots, rien ne s'est passé. Il l'a expliqué quand il a été élu. Il a au contraire recentralisé avec un poids de la technocratie sans précédent. Il l'a évoqué au lendemain des débats sur les Gilets jaunes. Souvenez-vous, ces rencontres avec les maires, où les mêmes sujets ont été évoqués, rien ne s'est passé. Donc permettez-moi d'avoir un doute. Si enfin le président de la République fait ce que d'ailleurs font tous les autres pays européens, c'est-à-dire très largement confier aux collectivités locales les politiques de proximité, d'une part pour les rendre plus efficaces, mais surtout, je le dis, par un besoin de démocratie. Quand je construis la politique agricole de la région, je la construis avec le monde agricole. Quand je construis la politique économique de la région, je la construis avec le monde économique. Et je peux le faire sur tous les sujets ainsi. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. C'est donc un facteur de participation, de co-construction des politiques que demandent tellement nos compatriotes. On voit bien que le système représentatif a ses limites aujourd'hui et qu'il faut des moyens complémentaires qui sont celles de la construction partagée de politiques pour inventer, innover, pour bâtir des modèles expérimentaux. Tout ça n'est possible que dans un dialogue permanent avec les collectivités. Moi, tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent, qui m'envoient des mails, qui me disent il y a un truc qui ne marche pas. Tout ça, moi, je peux le faire parce que tout en étant président d'une région, déjà plus éloigné que le maire, j'ai derrière moi une administration qui est capable de réagir au quart de tour, de prendre son téléphone. Un bureau de l'administration centrale, vous ne l'avez jamais au téléphone. Comment vous la voyez, cette nouvelle étape de décentralisation ? Ce mot n'a pas été prononcé. On a déjà eu beaucoup de délégations de compétences, de transferts de compétences. Que peut-on faire de plus ? On doit faire beaucoup plus, beaucoup plus. Je pense qu'il faut enfin bâtir un modèle simple. J'ai essayé de l'exprimer en des mots compréhensibles par tout le monde. Mettre en œuvre le principe de subsidiarité, c'est-à-dire bâtir un modèle non pas où l'État condescend à confier quelques compétences supplémentaires aux collectivités, mais au contraire, pour chaque pouvoir, chaque compétence, se dire on le confie à l'échelon le plus proche et on ne le confie à un échelon plus éloigné des citoyens que lorsqu'on voit bien que c'est le seul moyen de le rendre efficace. Ça doit être ça, la régionalisation et les libertés locales auxquelles nous appelons, c'est se dire on ne confie à l'État que ce qui doit être assuré par l'État. Il y a des choses évidentes, la police, la défense, la politique étrangère, la justice, tout ça, ça ne fait pas de doute. Mais ensuite, pour chaque autre pouvoir, se dire où est-il le mieux exercé pour rendre vivante la démocratie française et rendre le système efficace. Hervé Morin, les régionales sont prévues, en tout cas l'année prochaine, et selon le journal du dimanche, Emmanuel Macron pourrait envisager de les reporter après la présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Écoutez, voilà. D'abord, il faut que ça soit fondé.
On ne peut pas changer les dates. Déjà, on nous a réduit notre mandat. Alors, de c'est 9 justement mois. Bon, pour laisser donc, le temps de mener à bien cette étape de voilà. décentralisation, selon le journal Ouais. du dimanche. Est-ce que là, ça serait fondé? Est-ce que là, vous y seriez favorable? Si c'est un vrai travail conduisant à un texte, pas simplement à des déclarations pas suivies des faits. S'il y a un grand chantier, immense chantier, avec une réorganisation complète des pouvoirs publics, parce que ça concerne bien sûr les collectivités locales, mais ça concerne aussi l'État qui a fait des préfets des rois nus la plupart du temps, enlevant des champs de compétences qui sont aujourd'hui exercés par l'administration centrale et qui pourraient être exercés par les administrations déconcentrées de l'État, par les services de l'État dans les territoires. Donc s'il y a ces chantiers-là très ouverts, avec une vraie volonté d'aboutir rapidement, ça peut se discuter. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas opposé à un report des régionales d'1 an, voire plus? Je ne suis pas fermé par nature, donc je ne veux pas fermer la porte tout de suite, mais cela imposerait une vraie démarche sincère et rapide de construction d'une nouvelle organisation des pouvoirs publics, et pas simplement de quelques toilettages qui ferait que, pour des raisons politiques, on reporte ces élections régionales ou départementales après les présidentielles. Selon le journal du dimanche, des présidents de région ont été consultés. Vous avez été consulté, vous, sur ce sujet? Écoutez, la consultation a été très réduite, hein, parce que nous avons... Mais le chef de l'État a évoqué cette idée avec vous? Non. Renaud Muselier, je crois, voit le chef de l'État ce midi, le président de la région de France, mais sinon, personne n'a été consulté. Ça, ce sont pas à ma connaissance. Et vous en avez parlé entre vous? Vous en avez parlé entre présidents de région? Vous en avez parlé avec Renaud Muselier, notamment? Oui, on a évoqué ça entre nous. Voilà, bon, écoutez, voyons comment les choses se passent. Est-ce qu'il va y avoir une position officielle de Région de France là-dessus, puisque Renaud Muselier rencontre le chef de l'État aujourd'hui, vous le disiez? D'abord, attendons de savoir ce que veut l'État et après, on prendra position. Merci beaucoup.